Bonjour et bienvenue à suivre votre journal sur Radio Afrique Unie, la voix de l'Afrique. De la politique à l'économie, de la culture aux innovations, notre mission est de mettre en lumière les histoires qui importent aux Africains ici et à travers le monde. Restez avec nous pour un tour complet de l'actualité africaine, toujours avec rigueur et engagement. À la présentation, je suis Keza Deborah. Au sommaire de ce journal, la tuberculose n'est pas encore vaincue et menace toujours la santé publique. À l'occasion de sa journée mondiale, la sensibilisation et la prévention sont plus importantes que jamais. Le thème de cette année rappelle « Agir concrètement pour mettre fin à la tuberculose est possible ». Au cœur de la communauté d'Afrique de l'Est, l'avenir du Parlement régional reste incertain. Chaque État membre financera désormais les salaires de ses députés à l'EALA. Cette décision relance les débats sur l'indépendance et la viabilité financière de l'institution. Et le Ghana intensifie ses efforts à l'ONU pour faire reconnaître la traite transatlantique des esclaves comme un crime contre l'humanité. Cette initiative relance le débat sur les réparations et la responsabilité historique envers les pays africains et les communautés affectées. C'est tout pour les sommaires, bienvenue dans les détails. Un journal à suivre sur notre chaîne YouTube Afrique Unie Français. Radio Afrique Unie, le journal. Keza Deborah. Au sein de la communauté d'Afrique de l'Est, l'avenir du Parlement régional suscite des interrogations. Réunis récemment à Arusha, les chefs d'État des 8 pays membres de la communauté ont décidé que chaque pays prendrait désormais en charge les salaires de ses députés à l'East African Legislative Assembly. Une mesure qui relance le débat sur l'indépendance et la viabilité financière de cette institution clé de l'intégration régionale. Antedi Achille nous apporte ses précisions depuis Bujumbura. East African Legislative Assembly ou EALA en sigle, c'est le Parlement régional de la communauté est-africaine. Elle joue un rôle central dans le fonctionnement de cette organisation en adoptant des lois applicables aux États membres. Elle en assure le contrôle des activités et représente les citoyens de la région à l'échelle de la communauté. Composée de députés issus de différents pays membres, elle constitue un espace de débat et de décision sur les enjeux régionaux. Le récent sommet des chefs d'État de la communauté à Arusha a arrêté un certain nombre de décisions, dont les modalités de paiement des députés, entre autres. Une source d'interrogation selon Olivier, député burundais de l'Assemblée de la communauté est-africaine. Au niveau des salaires, ils ont décidé que chaque pays va prendre en charge leurs députés. Les ministres avec des groupes techniques vont s'asseoir et préciser ce qu'il faut faire. S'ils vont décider que chaque pays va payer ses députés selon leurs moyens ou si le pays va continuer à payer le même salaire, que ça sera en charge de chaque pays. Il y a bien sûr des mesures d'accompagnement qui doivent être là. Les mêmes députés, ils devraient être traités de la même manière. S'ils ont même volume horaire de travail, comment les payer d'une façon différente? Pour d'autres analystes, c'est une preuve que l'Assemblée législative est-africaine fait face à plusieurs défis, notamment financiers. Il s'agit de l'irrégularité des contributions des États membres de la communauté, ce qui perturbe son fonctionnement. Il doit aussi gérer un budget limité malgré des missions croissantes et l'élargissement probable de la communauté. À cela s'ajoute une dépendance aux financements extérieurs et des coûts de fonctionnement élevés liés notamment aux déplacements et aux activités régionales. L'indépendance de l'Assemblée est donc mise en jeu, ce qui impactera son fonctionnement et son efficacité. Analyse de Kefani Bizi, homme politique de l'opposition au Burundi. Les députés de l'EALA seront payés par les pays respectifs du fait qu'il y a des retards de contribution de la part des pays membres. Il s'agit d'un signe évident d'un affaiblissement de cette communauté parce que la plupart de ces pays étaient habitués à travailler avec des dons
et ne sont pas habitués à donner les contributions. Mais aussi, cela traduit les difficultés liées au conflit inhérent aux situations sociopolitiques de la communauté. D'autres sont en situation d'incapacité due aux guerres ou due à une économie en décrescendo. Donc cela va affaiblir effectivement l'indépendance de l'EARA. Ça pourra même influencer le dysfonctionnement de cette institution parce que certains pays pourraient ne pas être à la hauteur de financer les salaires de ces députés. Créé en 2001 dans le cadre de la mise en œuvre du traité fondateur de la communauté d'Afrique de l'Est et signé en 1999, l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est a son siège à Arusha en Tanzanie. Elle compte actuellement 63 députés, dont 54 élus. Chaque pays membre de la communauté désigne 9 représentants élus par leurs parlements nationaux, ce qui assure une représentation équilibrée au sein de l'Assemblée. À ces élus s'ajoutent 9 membres de droit, notamment les ministres chargés des affaires de la communauté est-africaine dans chaque État, ainsi que le secrétaire général de la communauté. Antedi Achille Niragira, Afrique Unie Radio, Bujumbura. Au Rwanda, l'accès à l'eau potable dans les écoles reste un défi majeur, en particulier dans les zones rurales éloignées des réseaux d'adduction. Dans le district de Nyagatare, les autorités locales ont décidé de passer à l'action pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Un programme de construction des réservoirs d'eau souterrains a ainsi été mis en place dans plusieurs établissements scolaires situés hors réseau principal. L'objectif, garantir un accès durable à l'eau potable et améliorer l'hygiène dans les écoles. À ce jour, 12 établissements bénéficient déjà de cette initiative, permettant à des centaines d'élèves d'étudier dans de meilleures conditions sanitaires tout en réduisant les risques des maladies liées à l'eau insalubre. Plus de détails avec Benigne Mugisha. 12 établissements de la région de Nyagatare ont été équipés de réservoirs d'eau souterrains au cours des 2 dernières années. Parmi ces établissements figure l'école de Rutare située dans le secteur de Tabagwe dans le district de Nyagatare. Selon le directeur de cette école, Twahirwa John, avant la construction de ce réservoir souterrain, il rencontrait de nombreuses difficultés pour obtenir de l'eau destinée aux activités scolaires telles que la cuisine, l'hygiène et d'autres usages nécessitant de l'eau. Il ajoute que l'établissement faisait également face à des problèmes liés au budget consacré à l'eau, puisqu'il dépensait 12 000 francs rwandais par jour pour s'approvisionner en eau. Ainsi, en un mois, l'école dépensait environ 360 000 francs rwandais uniquement pour l'eau. Il déclare: avant la construction du réservoir, nous dépensions 12 000 francs par jour uniquement pour l'approvisionnement en eau. En calculant, cela faisait 360 000 francs par mois. Les élèves de cette école affirment qu'auparavant, lorsqu'ils venaient à l'école le matin, ils apportaient de l'eau potable de chez eux, faute d'en en trouver à l'école. Mais aujourd'hui, ils disposent d'une eau propre et bien traitée sur place et n'ont plus besoin d'apporter de l'eau de chez eux comme auparavant. Ces réservoirs souterrains ont une capacité de stockage de 10 000 litres d'eau. Ils sont également accompagnés d'un système de filtration permettant de purifier de l'eau potable, ce qui permet désormais aux élèves d'avoir accès à de l'eau saine. Les réservoirs sont principalement construits dans des écoles situées loin du réseau principal d'approvisionnement en eau afin de faciliter leur accès à cette ressource essentielle pour diverses activités. La vice-maire du district de Nyagatare, chargée des affaires sociales, Madame Morekatete Juliette, indique que ce programme visant à fournir de l'eau potable dans les écoles se poursuit dans toute la région, bien que certaines écoles ne soient pas encore desservies. Des efforts sont en cours pour étendre ce service à ces établissements. Elle précise: il existe de grands projets dans le district de Nyagatare qui nous permettront d'avoir accès à davantage d'eau potable afin de pouvoir la fournir aux écoles qui n'en bénéficient pas encore. La construction d'un seul réservoir d'eau coûte 26 500 000 francs rwandais, ainsi que 12 réservoirs construits dans le district de Nyagatare ont coûté environ 318 millions de francs rwandais. Parmi les 200 écoles recensées dans le district de Nyagatare, ce sont 37 seulement qui ne disposent pas d'un accès à l'eau potable. Benigne Mugisha, Radio Ini, Rwanda, Kigali. En
En République démocratique du Congo, la tuberculose reste une menace majeure de santé publique, particulièrement dans des zones fragilisées par les crises sécuritaires et humanitaires. À l'est du pays, à l'occasion de cette journée célébrée ce 24 mars, les autorités sanitaires de la province du Nord Kivu tirent la sonnette d'alarme face à une maladie qui persiste malgré les efforts de riposte. Selon Fidel Mutaka du programme de lutte contre la lèpre et la tuberculose, plus de 13 121 cas ont été dépistés en 2025 dans les 34 zones de santé de la province. Cette année, la journée mondiale de la tuberculose est célébrée en RDC sous le thème « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, nous engager, investir et agir concrètement ». Et les premières données de 2026 couvrant les mois de janvier et février confirment que la transmission reste active. Fidel Mutaka est au micro de Radio Afrique Unie. Depuis cette année 2026, janvier et février, nous avons déjà dépisté 2132 cas. Si vous extrapolez vers la fin de l'année, on va encore se retrouver autour de 13 000 cas et plus de tuberculose, toutes formes confondues. Et donc, la tuberculose est encore parmi nous. Les difficultés que nous avons, c'est parfois on est en rupture de stock de médicaments. Mais pour le moment, les médicaments sont en train d'être livrés dans les zones de santé par la CEDER Asrames. Les difficultés sont là, mais quand même nous avons l'espoir que la situation va s'améliorer parce que les partenaires continuent à nous soutenir par rapport à la prise en charge des cas. Et c'est ça ce que nous demandons toujours comme recommandation auprès de nos partenaires, de continuer à nous soutenir pour que nous puissions vraiment dépister les cas de tuberculose et les mettre sous traitement. Nous avons besoin de médicaments. Il y en a de deux sortes. Il y a les médicaments de la tuberculose sensible pour le traitement de 6 mois pour certains et de 12 mois pour les autres, mais aussi les médicaments pour la tuberculose pharmacorésistante. Là aussi, nous devons avoir les médicaments parce que nous avons pour le moment quelques malades qui sont sur la file d'attente. Aux prestataires de soins, nous leur demandons de continuer à dépister les cas et les mettre sous traitement et les suivre. La tuberculose étant un problème de santé publique, elle ne concerne pas seulement les malades, mais c'est un problème qui concerne tout le monde qui respire, parce que tout le monde peut attraper la tuberculose. Ainsi donc, il est demandé de nous soutenir, de soutenir ces malades-là en les accompagnant dans les traitements, dans les dépistages. La tuberculose est guérissable, le traitement est gratuit et même les dépistages, les examens de labo sont gratuits. Alors, à la population, nous leur demandons de recourir dans les structures de soins pour que, en cas de tout, ils puissent se dépister la tuberculose. Et donc, le dépistage étant gratuit, ça ne sert à rien de commencer à faire l'automédication, de recourir à des soins traditionnels à gauche, à droite, avant de se faire dépister. Il faut d'abord se faire dépister pour exclure la tuberculose. Par rapport à la population et aux familles qui vivent avec des personnes souffrant de la tuberculose, nous leur demandons de prêter main forte à ces malades-là pour qu'ils puissent prendre leurs médicaments convenablement. Étant donné que les malades ou la personne qui a déjà commencé le traitement, il n'est plus contagieux. Ça ne sert à rien de les stigmatiser, de les discriminer, mais s'il est déjà sous traitement, il n'est plus contagieux. Il faut plutôt l'encourager pour qu'il puisse prendre ses médicaments jusqu'à la fin. Ce qui est plus dangereux, c'est quand la personne n'est pas dépistée et elle garde sa maladie et là, elle peut continuer à contaminer d'autres personnes. Mais à partir du moment où la personne est déjà dépistée et mise sous traitement, là, elle ne peut plus contaminer. Et donc, il n'y a plus de raison d'exclure cette personne, soit pour motif de contamination ou d'être dangereux dans la communauté. En marge de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, les autorités sanitaires des Comores affichent des résultats encourageants. En 2025, 140 cas ont été notifiés sur un objectif fixé à 190 contre 131 cas en 2024 sur un objectif de 160. Avec un taux de guérison supérieur à 90%, les responsables de la santé se disent satisfaits des progrès réalisés tout en réaffirmant leur volonté d'intensifier les efforts pour éradiquer la maladie. Depuis les Comores, Adabi Natija, reportage. À l'occasion de la célébration tenue dans la matinée, les autorités de santé comoriennes ont dressé un état des lieux de la maladie de tuberculose dans le pays. Selon le ministre de la Santé, Ahamada Sidi Narouda, en 2025, le programme national de lutte contre la tuberculose a notifié 140 cas, toutes formes confondues.
un chiffre qui représente 74% de l'objectif fixé à 190 cas par l'OMS. Le ministre de la Santé a salué les progrès réalisés, mais alerte sur les risques liés au dépistage insuffisant. Selon lui, cela veut dire que 26% des malades circulent sans couverture de dépistage. Avec tous les risques que cela comporte, nous devons redoubler d'efforts pour améliorer le taux de détection, car notre pays n'est pas à l'abri d'une co-infection tuberculose VIH. En 2024, 131 cas avaient été enregistrés sur un objectif de 160. Les autorités de santé se réjouissent néanmoins d'un taux de guérison supérieur à 90%, mais elles insistent sur la nécessité de renforcer la sensibilisation et le plaidoyer afin d'amener la population à adopter des comportements sûrs et les dirigeants à s'engager davantage. La menace de la co-infection tuberculose VIH reste bien réelle. En 2025, 4 cas ont été recensés et pris en charge de manière adéquate, mais le ministre regrette toutefois l'augmentation des cas du VIH-Sida qui fragilise encore davantage la lutte contre la tuberculose. Le message des Comores rejoint celui de l'Organisation mondiale de la santé. Le représentant du bureau de l'OMS aux Comores à cette célébration a rappelé que la tuberculose reste l'une des maladies les plus meurtrières en Afrique, ayant causé en 2024 378 000 décès et infecté 2,7 millions de personnes, soit un quart de la charge mondiale. Selon toujours lui, toutes les 83 secondes, la tuberculose cause un décès dans la région africaine. Entre 2015 et 2024, les décès ont reculé de 46% et l'incidence de la maladie de 28%. Il se réjouit du fait que plusieurs pays aient franchi des jalons importants au niveau mondial, citant à cet effet l'Afrique du Sud qui a atteint la cible fixée pour 2025 en matière de réduction de l'incidence de la tuberculose. Pour le Mozambique, la République unie de Tanzanie, le Togo et la Zambie, le nombre de décès a baissé de 75% selon l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Depuis les Comores, Adabi Swalihi Natija pour Radio Afrique Unie. Radio Afrique Unie, le journal Keza Deborah. En République démocratique du Congo, la 13e conférence des gouverneurs s'ouvre ce mardi à Bandundu dans un climat marqué par des fortes attentes et des engagements encore en suspense. Un regard critique est tourné vers la précédente session des Kolwezi dont plusieurs recommandations majeures peinent à se concrétiser, notamment en matière de décentralisation, de mise en œuvre de la Caisse nationale de péréquation et de stabilité des exécutifs provinciaux souvent fragilisés par des tensions persistantes avec les assemblées locales. Notre correspondant Espoir Malamira nous en dit plus dans ce reportage. La 13e session de la conférence des gouverneurs s'est ouverte ce mardi 24 mars 2026 à Bandundu, dans un climat marqué par de fortes attentes et des inquiétudes persistantes quant à la mise en œuvre des engagements antérieurs. Lors de cette 12e rencontre, les gouverneurs, par la voix de Jacques Kabula, avaient exprimé leur frustration face à la faible exécution des résolutions adoptées. Selon eux, ce manque de suivi fragilise la gouvernance au niveau provincial et compromet les objectifs fixés par les institutions nationales. Le regard reste tourné vers la session précédente, tenue à Kolwezi, dans la province du Lualaba, où plusieurs recommandations majeures peinent encore à se concrétiser. Une situation qui alimente les critiques sur les ralentissements du processus de décentralisation en République démocratique du Congo. Parmi les principaux points de blocage figure la non-opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation, pourtant conçue pour réduire les inégalités de développement entre les provinces. Le gouverneur dénonce également une instabilité institutionnelle croissante qu'ils attribuent notamment au recours jugé excessif aux motions de censure dans certaines assemblées provinciales. À cela s'ajoute la question du paiement irrégulier des émoluments des députés provinciaux, perçu comme un facteur aggravant des dysfonctionnements institutionnels et des tensions politiques locales. Au sommet de l'État, des orientations claires avaient été fixées. En clôture de la session de Kolwezi, le président Félix Tshisekedi avait insisté sur la nécessité de faire de la couverture santé universelle une priorité nationale. Il avait recommandé l'allocation d'au moins 15% de budget provinciaux au secteur de la santé,
soulignant que l'accès aux soins constitue un indicateur fondamental de la dignité humaine. Dans un contexte sécuritaire toujours préoccupant dans l'est du pays, le chef de l'État avait également appelé à la préservation de la stabilité institutionnelle, un message adressé tant aux gouverneurs qu'aux assemblées provinciales, afin d'éviter des crises politiques internes susceptibles d'affaiblir davantage le pays en période de conflit. À l'ouverture des travaux à Bandundu, la question centrale demeure celle de la capacité des autorités à transformer les engagements en actions concrètes. Depuis Goma, en République démocratique du Congo, Espoir Balamira pour Radio Afrikini. Le Ghana intensifie ses efforts diplomatiques à l'ONU pour obtenir un soutien international à un projet de résolution visant à reconnaître officiellement la traite transatlantique des esclaves comme le crime le plus grave contre l'humanité. Selon les autorités ghanéennes, cette initiative vise à relancer les débats de longue date sur les réparations pour les pays africains et les communautés affectées tout en renforçant la responsabilité historique. Le gouvernement ghanéen considère que cette reconnaissance au niveau international pourrait lancer une nouvelle phase de débats constructrices sur les conséquences historiques de la traite des esclaves qui a touché des millions d'Africains pendant des siècles. Pour sa part, Samuel Yao, représentant permanent du Ghana auprès de l'ONU, la résolution ne vise pas à établir une hiérarchie des souffrances historiques, mais à reconnaître l'impact considérable de la traite des esclaves sur la réorganisation du monde. Des analystes internationaux soulignent que l'initiative du Ghana intervient dans un contexte de pression mondiale croissante, portée notamment par les pays africains et les nations de Caraïbes qui réclament justice et réparation pour les préjudices causés par la traite des esclaves. La tempête de démission continue sans cesse de secouer le navire de l'opposition béninoise. Le parti Les Démocrates, écarté de la course présidentielle du 12 avril prochain, a enregistré dimanche 22 avril lors de son Conseil national ordinaire des nouvelles démissions. Plus de détails, c'est avec Parfait Obasanjo Zola, correspondant de la radio Afrikini à Cotonou. Après le départ inattendu à la tête de cette formation politique de l'ancien président de la République du Bénin, Boni Yayi, et son fils Tchabi Yayi, le secrétaire à la communication du parti, Kidossou Mitope, et l'opposant Daniel Eda ont officiellement quitté le parti ce dimanche. Suite à la décision majeure du Conseil national extraordinaire du parti de ne soutenir aucun des deux candidats en liste pour les élections présidentielles qui se tiendront le 12 avril prochain, les ténors politiques claquent la porte. Un boycott des élections présidentielles qui divise actuellement les militants du parti de l'opposition béninoise. Quant aux responsables démissionnaires, on apprend de sources sûres qu'ils soutiendront le candidat unique de la mouvance, le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadani. En dehors des démissions en série observées depuis le scénario ouloudien porté disparu, refus de remettre le parrainage au candidat désigné de l'opposition du député Michel Sodinou, écartant ainsi l'opposition béninoise de la course présidentielle. Une rude bataille de leadership s'annonce au sommet du parti. Le nouveau président désigné en remplacement de Boni Yayi, le député Noureni Attiadé, est vivement contesté par le président intérimaire Eric Oundete, qui revendique toujours la légitimité de la direction du parti. Dans un entretien accordé à une presse locale ce mardi 24 mars 2026, le député Eric Oundete n'a pas mâché ses mots. Il affirme avec fermeté d'être toujours le président par intérim du parti, dénonçant ce qu'il considère comme une tentative de passage en force, orchestrée en violation des tests internes. Parfait Obasanjo Zola, Cotonou pour Afrique Unie. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette édition. L'actualité africaine ne s'arrête jamais et nous continuerons à vous informer avec précision et engagement. Restez connectés avec Radio Afrikini, votre source fiable pour comprendre et suivre les événements qui façonnent notre continent. À très bientôt pour une nouvelle édition à suivre sur notre chaîne YouTube Afrikini Français.